T'as remarqué à l'entrée, Quoi il y a indiqué Nostalgie la légende. Ouais. Alors, celui qu'on va recevoir dans une poignée de secondes, il n'est pas encore nostalgique. Non. Et c'est presque, ça commence à devenir une légende. Tout Tu doucement, parles de l'humour naniste, là. Voilà, exactement. Ouais. Il faut savoir que nous, depuis Houdini et puis quelques autres, on attendait un petit peu la relève. Il y avait Gérard Majax aussi. Il y avait Gérard Majax. Il y en a eu quelques-uns comme ça, mais Et aucun... Sylvain Mirouf. Aussi, Sylvain. Il est mort. Il est mort, nous dit-il. Mais aucun ne réunit toutes les qualités que Philippe et moi on aime, et vous êtes nombreux à être de notre avis. Merci d'accueillir le génialissime Éric Antoine. Voilà. Oui, je peux rester assis. Je suis un peu musclé, donc. Voilà, excuse-moi, je t'en prie. Éric Antoine, mesdames, messieurs, vous pouvez l'applaudir. Il s'installe. On le sent un peu stressé, hein, c'est vrai. Rebonjour, puisqu'on s'est vu dans les couloirs. On en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent via nostalgie.be et le Nostalgie Club. Vous avez Salut. raison de vous Rock y être and roll. inscrits. Et donc, Eric est notre invité parce que Oui. Mystérique is back. Qui Mystérique. Qui Son spectacle. Ah Donc toi, tu as travaillé tes fiches, je vois. Alors, c'est Moi, ça, le moi truc. je suis son stagiaire, en fait. Donc, voilà. Alors, Par c'est contre, le je suis même- content parce qu'en fait, j'ai un canapé tout seul. Alors que Pourquoi tu l'appelles mystérique? Enfin, j'ai Parce une que vague c'est idée, un, là, mais- c'est un mélange de mystère hystérique et Mister Eric. T'as vu le travail intellectuel? Et oui, pour tout te dire, en fait, au début, je voulais appeler le spectacle Mystère, Secret et Hystérie collective. Et puis, on trouvait que c'est un peu long. Voilà, donc, voilà pourquoi cette cohésion de mots. Lorsque tu as fait ton premier passage télé en 2006, Mhm. tu disais que après, tu trouvais que tu en avais fait un petit peu too much, un petit Oui. peu trop. Ouais. Nous pas, parce que finalement, c'est ça que le public aime chez toi. Oui, mais en fait, ce que j'aime bien dans le spectacle par rapport à la télévision, c'est qu'en télé, tu n'as souvent que très peu de temps. Incroyable Talent, à l'époque, c'était 2 minutes. Maintenant, chez Michel Drucker, heureusement, j'ai souvent 10-12 minutes. Donc, sur 10-12 minutes, tu peux déjà être un peu plus fin, un peu plus finot et exprimer quelque chose de l'ordre de l'idée. En 2 minutes, tu es obligé d'être dans un truc hyper efficace. Et finalement, au début, on me traitait un petit peu d'hystérique. Et je trouve que en spectacle, il y a quand même tellement d'autres choses qui sont importantes pour moi et ça me faisait un peu mal d'être enfermé dans cette image. Mais ce qui n'empêche que tu as raison, c'était un déclencheur important et ça reste aujourd'hui quelque chose d'important pour moi. Voilà. Tu as toujours mélangé les deux. Est-ce que au début, tu étais simplement dans la magie et uniquement dans la magie ou pas? Ou tout de suite, tu as été là-dedans? Je crois que depuis toujours, j'ai mélangé les deux de manière plus ou moins bonne. C'est-à-dire qu'au début, les vannes étaient très très mauvaises et les tours encore pires. Et puis ça s'est amélioré avec le temps, mais presque malgré moi. C'est-à-dire que pendant un moment, beaucoup de magiciens me disaient « Oui, mais attention, Eric, ne théâtralise pas trop, ça n'a jamais marché, théâtre et magie. » Et quand j'étais au théâtre, les gens me disaient du théâtre me disaient « Oui, mais la magie, c'est ringard, etc. » Puis il y avait quelque chose en moi qui refusait. Tu me dis hein, si tu veux faire tes textos pendant que je parle. Mais c'est ce que je suis en train de faire, moi. C'est ma mère qui me demande ce que je veux manger ce soir. Tu vois, donc, Dis-lui spaghetti bolo. ouais, Et tu encore. m'invites à la maison. Vive les valeurs sûres. Alors, spaghetti, Bolo. voilà. Eric vient. Eric Eric vient. Faisons une plâtrée. Voilà. Quand tu dis que des magiciens t'ont dit fais pas trop ça, fais pas trop ci, Ouais. on parlait au début de cette interview de Houdini évidemment parce que c'est le premier truc qui vient à l'esprit. Oui. Même si toi la grande illusion c'est un truc que tu comptes faire de plus en plus. Oui, c'est en fait quand j'ai commencé en 2006, je faisais un spectacle qui s'appelait Satisfait ou remboursé. Donc on remboursait l'indifférence. Oh, le talent de ce mec! Trop fort. Je m'embrasse pour ceux qui me voient à la radio, enfin ceux qui m'écoutent à la radio. Ensuite, on a fait Réalité Illusion et puis aujourd'hui Mystérique. Et en fait, je suis passé, je dirais, de l'univers du café-théâtre vers l'univers du musical, c'est-à-dire le café-théâtre où tu n'as vraiment rien, où tu fais une adresse publique très directe, et puis c'est 3-4 objets, 3-4 bêtises. Et d'ailleurs, c'était très proche du close-up, en fait. Ce que je faisais, c'est de la magie de proximité. Et là, maintenant, c'est vrai que le Mystérique commence par le fond de la scène qui tombe sur ma femme, qui décède. Bon, c'est d'autres moyens, si tu veux. On a pu rêver des gags comme celui-là, parce qu'on avait les moyens de le faire avec les spectacles précédents. Et donc, à chaque fois, tout ce que je gagne sur un précédent, on le met sur le prochain. Et donc, le prochain, pareil, je le pense, bien sûr, plus spectaculaire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux? Ils sont un peu plats aujourd'hui. Mais c'est parce que c'est le matin et je n'ai pas d'érection capillaire le matin, c'est la fatigue. Voilà. Les érections capillaires sont le soir. C'est un signe de grande fatigue. Hein. Vous savez, quand votre homme n'a plus d'érection capillaire le matin, c'est que
Il travaille. Oui, mais toi, Bruno, c'est pas la même chose. Ça, non, je situe, mais. Enfin bref, voilà. Ça se passe pas dans la même zone non, géographique. pour ceux qui, encore une fois, nous écoutent à la radio, Bruno n'a plus de cheveux. Hein, voilà. Non, ma femme me dit que j'en ai puisqu'elle me les coupe tous les mois. Donc Voilà. moi, comme elle-même, je la crois, si tu veux. Non, c'est joli. Pas trop de choix. C'est beau l'illusion. Il paraît que c'est les hommes puissants qui ont Des calvities. Et donc, Ouais. parmi les. Moi, je pensais impuissant, mais. il paraît. Il paraît. Alors, est-ce que tu aurais un petit truc à nous montrer? Je sais pas. À la radio. À la radio. Mais parce que tu On va regarde, s'éclater. Nous sommes filmés. regarde la Hein. lumière au bout du s'éclater. couloir. Oui, on est filmé, La mais lumière au bout du attendez, couloir, les gars, bon, tu me tiens le micro? Ah, Vas-y, ouais, tiens-lui, Bruno. Je vais faire un truc avec l'écharpe, comme ça on fait un truc vite fait. Tu prends l'écharpe comme ça. Zut, attends, je refais bien. Aïe, aïe, aïe. Et tu passes l'écharpe autour du cou, et là, 1, 2, 3. L'écharpe a traversé le cou, et le mec n'est même pas décédé. À la radio, c'est pourri. Maintenant, un tour de radio. Madame, pensez à une carte. Vous pensez à une carte? À quelle carte vous pensez? Si, dites-le. Le 3 de cœur? Exact. Comment ça tue? Merci beaucoup. Merci, c'est magnifique. Ah, mais c'est un tour de radio, hein, forcément. Ça. Et alors, moi, je vois que tu es le 29 novembre au Forum de Liège, le 30 au Cirque Royal. Oui, ce sera mieux que ce que je viens de faire à l'instant. Hein. Non, Mais ça, c'est c'est bien, pas rassure ce les que gens. j'ai voulu dire, mais au niveau des salles maintenant, c'est chaque fois des salles de capacité comme ça ou tu fais des plus petites salles encore? Non, ou il y a les deux, en fait, il y a une double tournée toujours. Il y a une tournée dite de promoteur, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai des producteurs en Belgique qui sont Vincent Taloche et Bruno Taloche qui promeuvent les spectacles et donc qui vont louer des salles et qui vont faire une promotion comme dans des grandes salles comme ça. Puis il y a une autre tournée dite saison culturelle où ce sont des théâtres qui sont en effet de taille plus modeste ou parfois plus grande et qui vous incluent dans une saison culturelle. Et donc là, c'est pas le même travail, c'est eux qui font la promotion. Donc il y a un mélange, il y a des salles, les plus grandes sont, j'ai fait des zéniths à 6000 places et en même temps, je fais encore des salles de 500, 600. Et t'es jamais stressé? Je veux dire, tu te fais un zénith à 6000 places, jamais tu es dans le même état qu'une petite salle? Mais chaque salle a son enjeu. C'est-à-dire que, par exemple, en Belgique, pour moi, tout d'un coup, c'est important parce que comme j'y ai moins joué, j'ai une envie de convaincre qui est très forte. Donc, mon stress est plus fort. Quand il y a des très, très grandes salles, j'ai l'enjeu, en effet, de la masse énergétique qui est en face de toi et je me mets à la hauteur de ce qu'il faut envoyer en face. Puis, tout d'un coup, tu as des enjeux, tu as des plus petites salles, mais il y a quelqu'un que tu connais. Et puis il y a des salles, par exemple, avant-hier, j'étais dans des hôpitaux, donc je fais toujours de la magie dans les hôpitaux depuis 15 ans, et tout d'un coup, je me rends compte que parfois, énergétiquement, je trouve ça encore plus épuisant et plus stressant, parce que d'avoir des enfants malades, des familles, des choses, je trouve que l'enjeu est très très fort. Donc en fait, l'enjeu, c'est pas vraiment la taille de la salle, c'est ce qu'on met. C'est comme pour tout. Ouais, c'est ce que te dit ta femme, a priori. Souvent, c'est pas la taille qui compte. Mais voilà. Mais c'est pour nous rassurer, ce sont des conneries, bien sûr. Hein. C'est bien sûr la taille qui compte. Voilà. Ça va sans dire. Bon, qui t'a donné envie de faire de la magie? Parce que quand on cherche des informations sur toi, y compris sur ton site, on a le choix. Je ne sais pas si vous avez été sur le site d'Eric. On a le choix entre la version Télérama et la version Téléstar. Donc, il y a 2 articles. Et puis c'est tout. On sait assez peu de choses te concernant. On sait juste que 3 semaines avant Incroyable Talent, tu étais au Trévise. Ouais. Où ça fonctionnait super bien. Après, évidemment, ça a pris... Ça a explosé. Ouais. Mais sinon, tu es assez pudique par rapport à ta vie. Oui, on sait que je travaille avec mon épouse avec qui je coécris, qui s'appelle Calista Sinclair, avec qui je joue. Et donc, ça, c'est une partie déjà très personnelle de la vie. Mais je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le reste... Et puis, c'est intéressant. Finalement, on se construit. On ne peut pas simplifier une chose dans une interview. On ne peut pas dire, voilà, je fais ça parce que c'est un parcours très, très, très long. C'est d'où on vient, ce qui s'est passé. J'avais une mère psy, très, très loin du théâtre. Et pourtant, c'est ce que je fais. Voilà. J'ai commencé la magie vers 13 ans, mais pourquoi? Je ne sais pas. Je suis tombé par hasard sur une boutique de magie. Et en même temps, j'étais touché par un magicien. Il y a eu ce film Bagdad Café qui m'a touché parce qu'il y avait cette femme qui apprend la magie, qui tout d'un coup transforme la réalité de toute une famille, d'un lieu, etc., avec cet art assez étonnant. Il y a eu plein d'étapes. Et puis,
le théâtre et le cinéma qui ont été très forts pour moi. J'étais fan de cinéma. Je séchais les cours après cours. Je passais 6 films dans la journée quand j'avais 16-17 ans. Je passais d'une salle. J'ai même créé la fête du cinéma. C'est-à-dire que, en fait, je sortais de la salle et je me cachais et j'allais dans la salle suivante. On l'a fait tous, ça. On l'a tous fait, ça. Voilà. D'où le concept de la fête du cinéma. Tu payes que la première place. Et ouais, donc, plein d'étapes comme ça de vie et qui font qu'à la fin, tu te retrouves à faire ce mélange des genres qui est juste en fait finalement le mélange de tes passions. Voilà. Alors à côté de toi, il y a un joli chapeau, enfin un chapeau. Oui, un joli chapeau de magicien ringard. Il y a les questions des gens qui sont en face de toi. Oui. Ils ont des questions à te poser. Ah, qui sont dans le chapeau. Ah, mais tu n'as pas mis ta question dans le chapeau? Oh ben, T'as pas eu le temps? viens. Mets ta question dans le chapeau. Alors, dis donc, le mec a mis un papier 4 fois plus gros que tous les autres. Ça Alors, fait une en loupe. tout cas, ça, je ne sais pas qui a posé ce papier 4 fois plus gros que tous les autres. La question fait 30 ans. Alors, comment vous est-il venu à l'idée d'associer magie avec humour et la dérision? Eh bien, ça ne m'est jamais venu. Voilà, je ne sais pas, c'est malgré moi. Non, mais c'est en fait aussi, il y a ça. C'est-à-dire que comme je ne suis pas d'une grande adresse, il y a des magiciens qui sont très, très, très techniques. Et c'est vraiment de l'ordre de la virtuosité, comme peut être un grand Comme pianiste. qui, par exemple, pour toi? Par exemple, en France, on a un magicien qui est peu connu du grand public, mais qui s'appelle Bébel, et qui, par exemple, quand Copperfield est venu en France, il a demandé à voir ce type, Ah oui, d'accord. parce que c'est un des plus grands cartomanes du monde. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses que quasiment personne d'autre n'est capable de faire. Et donc, moi, je vois bien, je suis assez technique, mais pas tant que ça. J'ai plutôt une bonne connaissance de la magie historique, et j'ai plutôt, surtout, une écriture un peu bizarre. Donc c'était ça. Malgré moi, je me suis dit bon ben voilà, c'est intéressant de tourner avec de l'humour parce que en plus si tu rates un tour, tu peux toujours t'en sortir parce que les gens ne savent pas lequel tu vas réussir. Donc donc tu vois. Et tu as posé 2 questions, mais la deuxième n'est pas bien. Alors je ne sais pas, j'ai pas lu la deuxième. Comment vous est-il venu à l'idée d'ajouter l'humour à la dérision et à la magie? C'est sa femme. C'est sa cousine. hein. C'est madame. Ah, d'accord. Alors Alors, d'accord. Vous il y a- parlez un peu les maintenant, il y enfants. a- très hein, drôle. faut vous coordonner. hein. Troisième question. Comment vous est-il venu à l'idée? Ça, c'est son fils. Pensez-vous que le public désire de plus en plus être étonné et donc devoir, pour vous, trouver en permanence de nouvelles choses? Je ne pense pas que ce soit de plus en plus. Je pense que c'est toujours très important. Et je pense que les grandes carrières, en fait, se font parce qu'on arrive à surprendre à chaque fois. C'est les trois spectacles, à chaque fois, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que j'ai pas fait? Pour ceux qui me connaissent déjà, comment je vais faire pour les surprendre? Et là, le passage entre réalité, illusion et mystérique, c'était justement un passage d'un truc, d'une écriture très café-théâtre, d'un sketch, tu vois, on fait un sketch, et puis finalement c'est une série de sketchs, un mystérique où il y avait une histoire, et il y avait une ligne rouge. Et donc à chaque fois, j'essaye toujours de tirer dans un coin où on m'attend pas forcément. Mais j'ai envie de continuer ce personnage. Je sens que ce personnage et ce propos, j'ai encore des choses à dire, et que donc j'ai encore à surprendre. Voilà. Il y a un truc qui est très surprenant dans ce que tu fais, c'est qu'il y a plusieurs autres magiciens ou prestigitateurs qui ont essayé d'inclure de l'humour. Ouais. Et c'est souvent un peu comme ce chapeau aux frontières du ringard. Ouais. Et toi, quand tu le fais, on sent que tu es aussi fort, sans te cirer les pompes, aussi fort du côté comique, du côté de vis comica, ressort comique, que du côté manipulation et technique. Quoi. Et qu'à ce moment-là, le public, il trouve son compte, quoi qu'il arrive. Comme tu le disais, tu peux te permettre de rater un truc et le public n'en sait rien. Mais on sent que par-delà tout ça, et sans faire le psy à 2 balles, hein, mais tu mets énormément de toi, et peut-être que le public ressent ça dans ce que tu fais. C'est qu'on se dit, OK, il est foldingue, etc., mais on sent une énorme sensibilité, un peu comme quand on va voir un clown au cirque, où c'est pas juste quelqu'un qui se prend une tarte à la crème dans la gueule. Quoi. Je veux dire, il y a énormément de travail, énormément de boulot derrière. Tu veux que je synthétise ou ça va? Non, mais c'est oui, mais en même temps, c'est pas du tout une question. Donc, Ce qui n'empêche non, mais qu'on ça peut me touche. synthétiser. Bruno, ce que tu dis me touche parce que c'est vrai que je sens même que les gens le sachent. Par exemple, sur Réalité Illusion, bon, je vais vous raconter un truc pas rigolo, mais il se trouve qu'un de mes très très bons amis est décédé. Je l'ai trouvé décédé. Voilà. Je l'ai trouvé mort. Il était diabétique. Il a fait un coma diabétique. Et c'est moi qui l'ai trouvé. Donc, pour sa famille et tout ça, je suis devenu quelqu'un, tu vois, référent par rapport à cette histoire. Et j'ai écrit un numéro sur la mort de ce pote qui était amoureux pendant toute sa vie d'une nana qui jamais lui a ouvert les bras et qui, enfin, le jour de sa mort, est venue à son enterrement. Et en plus, c'est elle qui amène des fleurs. Et c'est le plus beau jour de sa vie. Et c'est là que l'histoire commence. Et donc, souvent, quand j'écris un truc sur mes parents, souvent, quand j'écris, il y a des petites pointes comme ça qui sont
très personnels que je ne raconte pas dans le spectacle, bien sûr, mais qui me nourrissent émotionnellement très, très fort. Et qui fait qu'en effet, quand je joue, je ne peux pas être indifférent à ce que je joue et à ce que je raconte, parce que ça me touche profondément. Et de toute façon, l'humain me touche, donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un en face de moi, à chaque fois qu'il y a du public, je suis très pris par l'énergie. Et puis, il y a un rôle aussi. Je pense que le spectacle, même le spectacle d'humour, qui est peut-être moins culturel que d'autres, en tout cas, qui est moins considéré comme un événement culturel, est un spectacle qui transforme la société, qui bouge, qui transforme l'énergie. Les gens rentrent dans une salle dans un état, ils en sortent dans un autre état. Tu as quand même un rôle important. Voilà. Et donc ça j'en suis très conscient. On peut peut-être l'applaudir, c'est joli ce qu'il vient de dire. Voilà. Oui. Merci, vous avez très bon goût. Merci. Alors, est-ce qu'on ferait pas nos 2 petits questionnaires là pour un petit peu situer mieux le jeune homme en face de nous? Ouais. Exact, ouais. Question. Alors, le premier dans ta vie, non? Alors oui. Alors, tu as rencontré beaucoup de gens, on te voit régulièrement, évidemment, depuis maintenant presque 3 ans. 4 ans, 4e saison chez Drucker. 4e saison déjà chez Drucker. Ouais. Et donc, tu as rencontré pas mal d'artistes dans tous les milieux. Un petit questionnaire portant sur tes rencontres. Et Philippe commence. Alors, celui que tu as rencontré qui est le plus touchant pour toi? Là, il se trouve que j'ai vu Muriel Robin la semaine dernière et que j'ai vu 2 fois son spectacle, tellement ce spectacle m'a touché. Parce que j'ai trouvé justement, tu vois, tu parles d'investissement personnel, elle a écrit un spectacle où elle parle d'elle sans voyeurisme et en restant dans le spectacle. C'est-à-dire qu'elle fait rire avec des choses hyper personnelles. Et là j'étais vraiment très, très, très touché. Tu la connais bien, perso ou... Non, très peu. Je suis venu voir son spectacle, parce que j'étais tellement touché par ce spectacle, je suis allé la revoir, j'étais la rencontrer en loge, j'ai été lui parler, tout ça. On a reparlé à l'émission, mais tu vois, c'est la 2e fois que je la rencontre et j'étais très interpellé par cette femme. Puis, il y en a eu pas mal d'autres, mais par exemple, Noah m'a beaucoup touché, Yannick Noah, dans sa manière de se connecter au monde. J'ai trouvé ça très joli. Voilà. Alors, tu aimes l'humour. Quel est le personnage le plus drôle que tu as rencontré? Le plus drôle, il y a un mec que j'aime beaucoup, qui est pas si connu, mais qu'on connaît quand même un peu en Belgique, qui s'appelle Pierre Auqueigne. Qui a un délire permanent. C'est-à-dire, il a son esprit tire dans les coins, quoi. Vraiment, il est drôlissime. Et puis, en copain dans les jeunes, il y a Arnaud de Samer, me fait beaucoup rire. Arnaud, je trouve que c'est presque un humoriste pour humoriste. C'est-à-dire qu'il est tellement au 10e degré tout le temps que qu'il est surtout compris par ceux qui font le boulot. Ouais, voilà, c'est ça. Il est compris. On se marre encore plus quand on connaît le chemin intellectuel qu'il a pris pour arriver là. Ouais. Et l'artiste le plus exigeant que tu aies rencontré? Je pense que Anne Roumanoff c'est une bête de travail. C'est-à-dire, c'est un monstre de travail. Je me souviens, quand j'ai bossé, j'ai fait ses premières parties à un moment, j'ai bossé avec elle, on écrivait des choses et tout ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup. C'est-à-dire, vraiment, je fais souvent des journées de 16 heures et tout. Et à 3 heures du matin, j'envoie des mails donc sur l'écriture, des idées, des machins, et elle répond dans la minute. Et quand je sais qu'à 6 heures du matin, elle est à la radio, tu vois. Donc elle est... c'est une bête de travail, cette femme. Ouais. Celui que tu as rencontré que tu trouves le plus honnête? Le plus honnête... Non, il y a dans ce métier des gens honnêtes. C'est bizarre, mais c'est vrai. Il y en a. Non, mais... il y a 2 personnes à qui je pense quand tu me parles de ça. Il y a d'un côté Gustave Parking et de l'autre côté Michel Drucker. C'est-à-dire que Gustave, qui était mon producteur pendant un moment, qui est un humoriste génialissime qu'on connaît, voilà, il a une manière d'aborder la vie, le spectacle et tout d'une manière très très simple. C'est-à-dire là maintenant il vit loin, sur une île. Il vit sur son île, il vient faire son boulot et puis il est très engagé d'un point de vue écologique. Il est dans un truc, dans une dimension politique de son spectacle, mais sans flamber, sans en faire des tonnes et tout ça. Et Michel Drucker, c'est quelqu'un aussi de très étonnant parce qu'il y a des gens qui travaillent pour lui depuis 20 ans, 25. Il y a une qualité d'amitié et de vérité
autour de lui dans les équipes, c'est très étonnant. Et en télé, tu trouves peu ça parce que finalement, c'est souvent en télé, tu as souvent des jeunes stagiaires de 18 ans qui arrivent, filles ou garçons, qui essayent de prendre le poste de celui au-dessus, qui essayent de prendre lui, qui essaye de prendre le poste de celui au-dessus, tout ça. Donc il y a une concurrence. Et c'est très pyramidal. Tu sens vraiment le pouvoir de l'animateur-producteur sur tous les autres. Et chez Michel, il n'y a pas ça. Tu sens le mec connaît les noms, les prénoms de tous les enfants de ses caméramans, il est dans un truc quand même, dans une belle dimension de travail, je trouve. Ouais, et puis en plus, il a bon goût parce que chaque fois qu'il pioche quelqu'un pour agrémenter son canapé rouge, ou même quand il le faisait à la radio sur Europe l'année dernière, chaque fois, ce sont des pioches excellentissimes, quoi. Donc, en tout cas, il aide beaucoup d'artistes, ça c'est sûr. Alors, toi, tu aurais connu quelle carrière si jamais il n'y avait pas eu un incroyable talent? Tu étais au Trévise. Comment est-ce que tu parviens à te dire, tiens, ça se serait passé comme ça, ou la même chose mais en moins vite? C'est marrant parce que c'est une question que je me suis posée parce qu'il y a des gens, par exemple, sur Incroyable Talent, j'ai croisé Jean-Pierre Dombois qui était jury de la première saison et qui est devenu mon attaché de presse. Et je sais que sans lui, j'aurais pas eu, par exemple, les articles dont tu parles sur Télérama, sur machin, qui ont lancé la presse en France. Après, j'ai rencontré mon producteur, qui est Thierry Suc. Sans lui, l'année prochaine, je ne ferai pas un mois d'Olympia, c'est parce qu'il a pris ses risques à chaque fois avec moi, de toujours miser un tout petit peu au-delà de là où j'étais, que j'avance, qu'on peut investir, etc. Donc il y a des rencontres comme ça qui sont essentielles. Et quand je parle de ça avec eux, quand je leur dis « mais attendez, sans vous, je ne pourrais pas faire ce que je fais », il dit « Eric, quand ça doit se faire, ça se fait ». C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en toi, ça aurait peut-être pris 50 plus, ça aurait peut-être, mais tu aurais fait différemment, mais tu aurais fait. Et donc ça, c'est leur point de vue. Moi, je suis convaincu qu'il y a des grands artistes qui seront malheureusement peu connus du public parce qu'ils n'ont pas fait les bonnes rencontres, le bon producteur, le bon attaché de presse, le bon réseau, le bon animateur qui va leur donner la chance. Donc, il y a deux mots, il y a savoir et faire. Il y a le savoir-faire, il y a le faire savoir. Il y a le savoir et il y a le faire. Voilà. Et ben justement, parmi tous ces artistes, ceux que tu connais, est-ce qu'il y en a que tu connais qui ont été soit incompris par le public, d'après toi, ou bien qui sont méconnus, qui mériteraient d'être un peu plus connus? Pas forcément des magiciens, ça peut être non, mais on parlait de Pierre O'Kane, par exemple. Pierre, pour moi, la qualité de ce spectacle, il est énorme en Belgique et très peu connu en France. Très peu connu en France. Il y a souvent eu cette injustice des artistes belges vis-à-vis de la France. Hein. Absolument. Ouais. Mais Pierre est français, hein, tu sais. Oui, je sais, mais il est français. Il a fait son truc ici. Il a cartonné en Belgique, il cartonne en Suisse. Ouais. Mais en France, ça marche, mais il n'est pas connu du grand public. Là, je dis Pierre O'Kane, tu vois, il y a une grande majorité des gens qui connaissent. Alors qu'en France, je dirais ça à un public, personne ne va me dire « Ah bon, c'est qui ?» Voilà. Et ça, c'est dû à quoi, tu crois? Après, ça, c'est des choses personnelles de l'intimité de Pierre, donc je ne veux pas en parler. Mais il y a un mélange. Après, il y a des artistes qui sont... Les rencontres, tu parlais des rencontres. Absolument, il y a des rencontres, mais il y a un mélange. C'est-à-dire que tu peux être excellent sur scène, mais derrière, il faut être aussi très ponctuel, il faut être sérieux, il faut être là au bon moment, au bon endroit, il faut être en état de travail à chaque fois, il faut maintenir un niveau de travail entre chaque représentation qui soit excellent, donc tu peux jamais te relâcher. Et ça, c'est un autre état d'esprit. Tu as des artistes qui sont géniaux, mais qui n'ont pas de rigueur, par exemple. Tu as des artistes qui ont une ou deux idées géniales, mais qui n'ont pas le fond de travail, donc, et qui ne vont pas creuser, continuer à avancer. Donc il y a beaucoup de raisons à ça. Voilà. Dans tous ceux que tu as rencontrés, est-ce qu'il y en a certains qui sont colériques? Le plus colérique que tu as rencontré, par exemple? Péter un câble parce que le truc n'allait pas, ou quoi. Non, ouais, mais il y en a, mais pareil, c'est pas sympa. Sans les ternir. C'est pas forcément un trait de caractère. Hein. Voilà, c'est ça. Non, mais ouais, j'ai vu des pétages de plomb sur des plateaux, sur des trucs, mais que je trouve jamais bienvenus, en fait, pour tout te dire, parce que en fait, après, c'est bizarre, mais par exemple, la colère, par exemple, on parlait de Majax. Majax, c'était un grand colérique. Il engueulait tout le monde parce qu'il avait très peur, en fait. Et comme pour gérer son stress, il engueulait tout le monde, une fois que tout le monde était au 36e dessous, il arrivait à... Quand tout le monde avait partagé son stress, il arrivait à se détendre. Mais ça, c'est terrible. C'est terrible pour toutes les équipes, c'est terrible. Et c'est terrible pour la personne en question, parce qu'après, lui, il ne se sent pas bien de ce qu'il a généré. Donc, ouais, il y en a plein, parce que la peur, le stress, c'est un truc très difficile à gérer. Et toi, justement, tu le gères? Bouffe. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Tu fais comment? Moi, je bouffe, je fais des insomnies.
Ouais. J'angoisse, palpitations, enfin la totale. Mais avec le temps, je gère. Tu vois, je suis monté. Plus mes salles, Muriel Robin dit un truc qui est drôle. Elle dit plus ces salles grossissent, plus elles grossissent avec elle. Et moi, j'ai senti exactement la même dynamique jusqu'à monter, tu vois, à presque 140 kilos. Et là, je fais un peu plus attention. Je me rends compte que pour durer, il faut que. Enfin, c'est presque une vie monastique parfois. C'est-à-dire que c'est vraiment peu de sommeil, faire très attention à ce que tu manges, faire attention à ton physique, et en même temps, il faut donner du temps à ta famille, à tes amis, à tes amours. Donc, il y a vraiment une gestion du temps qui est compliquée. Alors, tu gères le temps. Est-ce que tu gères aussi ta façon de travailler? Tu es quelqu'un de très ordonné, de très méthodique, ou bien tu es plutôt bordélique? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que je suis assez ordonné, c'est-à-dire je suis assez rigoureux, et puis en même temps, par moment, je me laisse aller, quoi. Et par moment, ça va dans tous les sens, et c'est aussi parce que ça va dans tous les sens qu'après je reclasse et que je peux trouver des idées. Donc je laisse la partie bordélique qui est ensuite ordonnée par la partie rigoureuse. Ouais. Et la personnalité la plus désordonnée ou bordélique que tu aies rencontrée? C'était c'est ma petite sœur. Ma petite sœur, je me souviens, elle a un truc, ces chambres. Tu vois, tu peux pas rentrer, tu vois, tu ouvres la porte et tu as des trucs à partir de là qui sont au sol, et puis plus tu avances dans la chambre, plus le tas de choses augmente. C'était surréaliste. Alors, est-ce qu'on reprend quelques petites questions? Vas-y, repioche dans ça. Allez, on prend une question. Parce qu'il y en a Alors, frustrés. comment fais-tu pour que tes cheveux tiennent ainsi? Alors, ça, c'est une question d'Aurélie. Chère Aurélie, où es-tu, Aurélie? Elle est où, Aurélie? Aurélie est partie, elle a honte de sa question, sinon. Aurélie, eh bien, c'est une érection capillaire, j'en parlais auparavant. C'est une excitation du poil à rencontrer le public. Voilà. Le cheveu se dresse sur la tête dans l'idée de cet acte théâtral qui, comme chacun sait, est un acte d'amour. Bon, parfois le public a la migraine, mais ou le comédien. Ça arrive souvent, même plus souvent d'ailleurs. Et donc, il faut bien sûr une érection, sinon l'acte d'amour est moins intéressant. Voilà. Encore une petite question peut-être. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quelle tête quand vous coiffez vraiment? Eh bien, tu vois. C'est d'un sympa. Je ne me coiffe jamais vraiment, déjà. Ça, c'est une chose. Je ne me coiffe jamais et je laisse le cheveu vivre. Le cheveu est libre. Laissez vivre. Libérez le cheveu. D'accord, Bruno? Absolument. Je suis pour. Moi, je les ai tous relâchés. On était tranquille. Tiens, est-ce qu'on te fait des propositions de théâtre ou de cinéma? J'avais peur de la fin de ta question. Non, c'est pour ça que je te regardais. Non, mais je dis ça parce que comme oui. Ton personnage de magicien va au-delà du magicien, mais est-ce qu'on te propose des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais? Oui, ça y est. Là, on m'a proposé quelques films, on m'a proposé des pièces, des choses, mais pour le moment, en fait, comme j'écris un nouveau spectacle qui commence l'année prochaine et que là, par exemple, ce spectacle que je joue aujourd'hui, Mystérique, je suis à la 330e, tu vois, en 2 ans et demi. Ouais. Donc, en gros, je joue quasiment un jour sur 2 et je compte pas en 2 ans et demi la centaine de télé que j'ai faites aussi. Donc, si tu veux, j'ai vraiment pas l'espace-temps pour faire autre chose que ce que je fais actuellement. Mais le prochain va être dans la même dimension. Et puis après, je pense que je vais me laisser un temps pour retourner aussi vers le théâtre, pour retourner vers autre chose. Est-ce qu'on commet des erreurs quand on commence à exploser comme toi il y a quelques temps et qu'on dit oui à tout à un moment donné? Parce qu'on a difficile de dire non, forcément. Ouais. De toute façon, au début, il faut dire un oui à tout. C'est-à-dire que tu es obligé de dire oui à tout et de bosser comme un taré dès qu'il y a une opportunité de foncer. Parce que sinon, y a d'autres personnes qui ont envie et qui ont tout aussi faim et soif que toi. Et puis après, ça fait maintenant, donc là, ça fait 7 ans. Ça fait maintenant 2 ans qu'on me propose des choses et que je commence à dire non. Trier. Ouais. Par exemple, on me propose de présenter une émission télé. Je vois pas l'intérêt pour moi. Si tu veux, il y a un intérêt financier évident, c'est-à-dire que je gagnerais le double de ce que je gagne aujourd'hui, mais ça n'a pas d'intérêt parce que c'est pas mon personnage, c'est pas artistiquement, je vois pas ce que j'irais faire dans certaines émissions. Après, il y a d'autres émissions auxquelles je réfléchis, où je me dis, tiens, c'est au croisement, ce mélange d'humour, de magie, un peu barré, un peu malin, tout ça. Là, oui, j'y vais. Mais si c'est pour présenter un journal de People, par exemple, ce qu'on m'a proposé, ou de lancer des magnétos, ou des choses comme ça, parce que j'ai une tête connue, ça m'intéresse pas, parce que c'est pas mon métier, et c'est
pas ce que les... Et en plus, je pense que tu vides tes salles comme ça. C'est-à-dire qu'à force de faire d'autres choses, les gens, déjà, ils ont du mal à t'identifier. Et puis, en plus, je trouve que c'est opportuniste. C'est-à-dire que enfin, moi, ma vie, c'est le théâtre. Ma vie, c'est d'aller sur scène. Donc, voilà. Donc, quand je sens que c'est quelque chose qui peut aller à contrario de ce que je fais sur scène, je dis non. Tu as déjà été malmené dans certaines émissions qui aiment malmener les... Non, j'ai pas été malmené par des gens dans certaines émissions, mais j'ai passé des mauvais moments Oui, parce que parfois tu es assis à côté de gens avec qui tu n'as aucune affinité, des gens qui sont philosophiquement, intellectuellement, politiquement très très loin de toutes tes valeurs. Parfois, tu es dans des émissions qui sont trop voyeuristes. Parfois, tu es dans un truc où on te laisse pas le temps, on te traite comme un peu de la merde, quoi. Voilà. L'humoriste, il vient aussi. Maintenant, l'humoriste est très très mode. Donc, le mec, il vient. Tu as des humoristes dans toutes les émissions. Mais souvent, il a le droit à la parole que pour 3 vannes. Ouais. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi un peu frustrant. T'as envie de dire mais ça doit être dur de dire allez, t'es humoriste, fais-nous rire. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps. Ouais, t'es magicien, fais-nous un truc. T'es humoriste, fais-nous rire. D'ailleurs, mais je ne suis pas qu'une fonction. Je ne suis pas qu'une fonction. Je suis un être humain. Merde. Alors, n'oubliez pas, ce 29 novembre au Forum de Liège, il faut aller applaudir Eric Antoine, évidemment. Le 30 novembre au Cirque Royal de Bruxelles. Et les infos et réservations sur ticketnet.be. Les 2 plus belles salles de Belgique. C'est vrai. C'est con pour tous les autres. Non, mais c'est vrai. C'est tellement vrai, parce que ce sont des salles qui sont faites pour ce genre de spectacle aussi, pour la proximité du public et puis le décorum qui est magnifique, quoi. Ah ouais, et puis c'est mythique, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est génial de jouer dans ces salles. On va se terminer avec... comme tu veux. En tout bien, tout honneur. Tu fais ça seul. Avec la petite interview autoportrait. Ouais, alors, l'interview autoportrait, on va essayer de mieux te connaître encore. Un peu. Yes. Alors, Eric Antoine, je me décris comme quelqu'un de sympathique. Pardon, de pervers, excuse-moi. Tu sais ce qu'on entend, ça va venir. Ce qu'on entend le plus souvent te concernant, plusieurs personnes nous ont dit, alors Eric Antoine, il est comment? On nous dit c'est un chic type. Ah, j'aime bien. C'est revenu 2-3 fois. Qui sont cons. La célébrité m'a changé parce que je suis beaucoup plus riche. Lorsque je ne fais pas d'humour ou de magie, je pleure. Alors là, ton signe astrologique, c'est Balance ascendant Lion. Ah, joli. Comme lui. Alors justement, tu parlais de perversion, mon plus gros vice. Ah, la gourmandise. Ouais. La dernière fois que j'étais gêné. Si ça t'est arrivé. Ah oui, bah, ça m'arrive tout le temps. Là, il y a une minute. Non, ouais, non, oh là là, j'ai fait une bêtise terrible. J'ai fait une bêtise terrible il y a quelques temps. Voilà. On ne peut pas avoir plus de détails. On peut pas savoir, monsieur. Non, mais ça reste entre nous. Hein. Sans les noms. J'ai fait une bêtise. On est au Vous Rire, et au Vous Rire, à la fin, on salue tout le monde, et je dis, et Vincent Taloche, sa chambre, c'est la 214 du... C'était vraiment Non, c'était un autre mec qui est venu me voir le lendemain. J'étais très gêné. Mais lui, apparemment, avait passé une très bonne soirée. Voilà. Alors, on est dans le rire tout le temps, mais si on peut être aussi dans les pleurs. Donc, la dernière fois que tu as pleuré ben là, en fait, là, je suis en tournée. Là, j'ai 11 jours sans rentrer à la maison. Et hier, je faisais un FaceTime avec mes 2 enfants et ma femme. Et j'ai raccroché, j'ai pleuré parce qu'il me manque. Voilà. Joli. Je propose qu'on l'applaudisse. Voilà. Bah oui. C'est touchant. Les applaudissements sèchent toutes les larmes. Et on peut venir d'autres. Non, mais après, je suis heureux, tu vois, je suis heureux, la vie est belle, je peux m'occuper de ma famille. Et puis, il y a des périodes très fortes comme ça de boulot où tu peux pas donner ton temps, mais après, il y a des vrais... C'est ça qui est génial avec ce métier, c'est qu'après, tu as des vraies périodes où tu es très, très présent. Donc, où tu élèves vraiment tes enfants, où tu es vraiment là, et ça, c'est bien. Ah bah justement, la question qui vient, évidemment, la réponse est toute trouvée. Mon bien le plus précieux, c'est... Ah bah oui, c'est mes enfants et ma femme, ouais. Le dernier bon bouquin que tu aies lu ou le dernier bon film que tu aies vu? Écoute, alors il y a Maman plusieurs est choses près de toi. Il y a plusieurs choses qui viennent. En fait, il y a un roman là. Maintenant, le titre m'échappe, mais c'est l'histoire. Mais je suis sûr que vous l'avez vu. C'est un best-seller énorme qui est dans toutes les librairies. C'est l'histoire d'un mec de 80 ans et qui fait une espèce de fugue de sa maison de retraite et qui fait une espèce. C'est un road movie dans les pays nordiques. Tu vois de quel livre je parle? Il est dans toutes les librairies et c'est l'homme. C'est pour l'anniversaire de je crois de ses 80 ans ou 100 ans. Il y a un souper avec Eric Antoine pour celui qui alors, non, tu connais, oui, c'est quoi?
Voilà, l'homme qui ne voulait pas fêter son Joli. anniversaire. Merci Valérie. Un bijou, et en plus c'est plein d'humour, de créativité. Tu te rends compte que ce mec qui est d'une humilité totale et qui est dans une vie complètement banale, a croisé tous les grands du monde, et au fur et à mesure du livre, tu découvres qu'il a fait changer le siècle dernier. Et c'est un truc, c'est un bijou ce livre. Et dans les films, les derniers films qui m'ont bien éclaté. J'ai vu un truc tout à fait bizarre là, hier, avant-hier, qui s'appelait My Movie Project. c'est un film, c'est une quinzaine de réalisateurs différents, avec vraiment plein de stars américaines. Et ça commence avec le mec, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui joue Wolverine dans X-Men, Hugh Jackman. Voilà, tout de suite, les nanas. ce magnifique beau gosse, qui il y a une scène de drague. Et il enlève son écharpe et il a des testicules à la place de la pomme d'Adam. Il a deux énormes testicules, une bourse, et personne ne le remarque sauf la femme à qui il dîne. Et tu dis, mais c'est quoi cette scène? Et c'est qu'un film écrit comme ça. C'est que une série de courts-métrages complètement délirants, complètement bizarres, un humour complètement absurde, et j'adore ça. Voilà. Apfelglück, tu as vu ça? Ouais. Donc c'est un peu dans. Oui, parce que je sais que vous recevez Thierry Lhermitte après. Ouais. Bah oui, Apfelglück, c'était exactement dans cette dimension-là. Et d'ailleurs, c'est vraiment aussi même dans cette écriture de suite d'histoires qui finalement forment un tout. C'est exactement ça. Je crois que c'est toi, non? C'est non, pas... non, Ah non, c'est moi, excuse-moi. C'est l'émotion. Alors, est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein pour toi? Oh, à moitié plein. La chanson que tu siffles sous la douche, s'il y en a une. Ou dans le bain. Celle qui me vient, c'est Au suivant. C'est la chanson de Brel. Brel. Ouais. On va passer à la question suivante. Tu peux passer 24 heures dans la peau de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de disparu ou quelqu'un de vivant. Pour voir ce que ça fait de passer une journée entière dans la peau de... Ça m'intéresserait, tiens. C'est difficile de choisir, il y a tellement de gens... j'aimerais bien un président des États-Unis. Là, en ce moment, j'aimerais bien Obama, voir ce qui se passe vraiment là-bas derrière, quoi. Ça doit être quand même... Tu as quand même des réalités qui nous échappent tellement. Je suis convaincu qu'il y a un nombre de choses qu'on ne sait pas. Donc, j'adorerais faire ça. Mon plus grand regret, s'il y en a. Ouais, il y en a bien sûr, mais c'est vrai, c'est compliqué. Oui, j'ai des regrets avec mes parents sont décédés, les choses que j'aurais voulu dire à mon père avant qu'il parte, voilà, des choses comme ça. On a des points communs. Ouais. Alors, elle est sympa la suivante, c'est toujours moi. Je suis désolé. Putain, lorsque nous mourrons, 3 petits points. Ouais. Termine. Lorsque nous mourrons, je ferai mettre sur ma tombe ne pas déranger. Laissez-moi me reposer tranquille. Et enfin, on conclut avec un truc qui... J'aurai une petite dernière après. Attendez, une petite dernière alors. J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un de... Un chic type. Ça, c'est fait. Moi, la dernière, elle a un peu émotion musicale. Nostalgie est une radio musicale. Et le vendredi soir, il y a une émission Love que j'ai le plaisir d'animer. Et j'aimerais savoir une chanson chez toi, comme tu es un grand sensible. Arrête, tu m'excites. Comme tu es un grand sensible, une chanson que quand tu écoutes, tu fonds. Tu craques. Alors, est-ce que c'est une chanson qui a un rapport avec ton amour, avec ton épouse, ou est-ce que c'est une chanson qui... je crois que c'est encore Brel, parce que je crois que c'est la quête qui me fait vibrer comme ça. Je trouve qu'il y a une puissance dans cette chanson, d'aller chercher loin, les yeux jusqu'au ciel, les dents jusqu'aux étoiles. Ça, j'adore ça. Je trouve ça magnifique. Le 29 novembre au Cirque Royal, non, c'est moi qui me plante parce que je suis pris aussi par l'émotion. C'est comme ça. Non, mais il faut que tu saches un truc, c'est qu'on est probablement la dernière émission de radio qui ne reçoit que des gens qu'elle aime. Donc à partir de là, voilà, tu n'es pas là par hasard. Tu m'as dit des conneries sur Thierry Lhermitte, après tu m'as dit que tu n'aimais pas. Ouais, non, mais là c'est l'argent. C'est pas parce que le film est pas bon qu'on n'aime pas Thierry Lhermitte, ça n'a rien à voir. Alors, j'espère qu'il est pas là. De toute façon, on va couper ici. Le 29 novembre au Forum de Liège et le 30 novembre au Cirque Royal, quelle que soit la date et la ville, ne loupez pas Eric Antoine. Merci infiniment d'être venu. Merci Bruno, merci votre accueil. Merci à toi. Merci les amis, merci d'être là. Et merci à vous via le Nostal Club. Sur le Nostal Club, vous retrouvez Eric, vous retrouvez toutes les autres interviews qu'on a le bonheur de réaliser. Et rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bien sûr, Arthur. Non, c'est Bruno. Nostalgie.